Bien gérer les ressources financières d'une entreprise est indispensable pour sa pérennité à long terme. Mais combien sont-ils, ces entrepreneurs, à bafouer ce principe élémentaire dans leur vécu quotidien ? Combien sont-ils, ces entrepreneurs, à assister impuissants à la chute de leur entreprise parce que, n'ayant aucune notion de gestion financière et ne s'étant pas fait entourer d'un spécialiste en la matière? Combien sont-ils aussi, ces entrepreneurs, à confondre bien souvent les caisses de l'entreprise à leur portefeuille personnel ou qui sont obligés de se vider les poches pour sauver leur entreprise? Comment finalement bien gérer les ressources financières de son entreprise? La question nous préoccupe et pour en parler, nous nous sommes fait entourer d'un entrepreneur et d'un spécialiste des questions comptables et fiscales. On les découvre juste après une petite virgule. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. D'entrée, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Bruno Nidehoué, promoteur et directeur de Label Bénin. Bienvenue à vous. Bonjour madame, merci beaucoup. En face de lui aujourd'hui, Monsieur Rodrigue Rustico, il est le président de l'Association des gestionnaires comptables et fiscalistes du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors nous allons commencer par vous, Monsieur Nidehoué. Racontez-nous un peu vos débuts. Comment est-ce que ça s'est passé lors de la création de votre entreprise? Comment avez-vous réussi, par exemple, à constituer le capital? Merci beaucoup et merci pour ce débat et que nous espérons peut permettre à d'autres personnes qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale de pouvoir s'en sortir dans un environnement où le capital peut faire défaut, dans un environnement où le financement peut faire défaut. Je ne pourrais pas tout vous raconter, je suis désolé, parce que c'est toute une histoire. Dites-nous l'essentiel. C'est toute une histoire qui sera retracée un jour, je l'espère, dans un livre. Mais je peux vous dire que j'ai démarré, c'est trivial de le dire, mais c'est la réalité, j'ai démarré sans argent, parce que je travaillais quelque part où j'avais envie de me mettre à mon compte. Et puis j'espérais mon salaire du mois pendant lequel je démissionnais et ce salaire n'est pas arrivé alors que pour une raison fondamentale pour moi, je devais me libérer de ce travail-là. Je devais commencer, je devais rédiger mon mémoire. Et puis je ne pouvais pas bénéficier d'un congé pour rédiger mon mémoire. Or, le temps me pressait. Et donc, j'étais obligé de partir. Et puis, j'ai espéré mon salaire du mois là, et qui n'est jamais venu. Et donc, j'ai continué avec l'aventure entrepreneuriale, sans argent, mais j'ai su me débrouiller pour avoir de quoi pouvoir le faire. Il faut dire que de vivre déjà était difficile. Un bon célibataire dans un appartement en location qu'il faut payer régulièrement, manger tous les jours, c'était très difficile. Mais c'est dans la difficulté qu'on trouve les solutions. Il ne faut jamais se priver des difficultés. C'est dans la difficulté qu'on trouve des solutions. Et j'ai eu mes solutions, et une de mes solutions, aujourd'hui, quand vous voyez sur la place, quand il y a les Coupes d'Afrique des Nations ou Coupes du Monde, des plaquettes que les jeunes vendent dans les feux, je peux me targuer de cet orgueil-là. Je l'ai innové, la première fois que ça a été fait ici au Bénin, je ne l'ai jamais vu ailleurs non plus d'ailleurs. C'est moi qui ai pensé à ça pour la première fois, réaliser une plaquette où on va mettre les programmes de choses, de démarches avec la description des équipes, faire un jeu à ceux qui vont l'acheter aux lecteurs. Je n'étais pas journaliste. Paix à son âme, j'avais rencontré un certain Chaudaton pour lui demander si on pouvait faire ça ensemble. Je me rappelle de sa réaction, il était très furieux contre moi. Ah, droit d'auteur, parce que moi, j'avais fait des coupures de journaux, Planète Foot et consorts dans le temps, pour réaliser ma plaquette, un pamphlet
J'avais la maquette avec laquelle j'ai cherché de la publicité. Ça ne me demandait pas d'avoir un capital de départ. Des journaux. C'était financé par la pub. Hein. C'était financé par la pub. Et puis voilà comment j'ai réalisé ma première activité entrepreneuriale qui s'est soldée malheureusement par un fiasco. Un fiasco pour certains parce que quand on a fait, je vous passe les détails, quand on a fini de réaliser ça, on n'a pas eu beaucoup de publicité, mais je rends toujours hommage à quelqu'un, un certain Deremo, le président fondateur de BOA, qui m'a fait confiance, qui a été le premier à me faire confiance. Je me rappelle le jour où je lui ai amené la maquette pour lui dire, bon, je veux réaliser quelque chose de ce genre qui va se vendre comme de petits pains. Il m'a regardé. Et j'avais déjà fait un encart pour BOA. Il m'a regardé, il me demande combien coûte cet encart. Je lui ai dit 500 000. Il m'a dit, venez demain chercher l'argent. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers sous. Et puis j'ai gagné quelques sous aussi auprès d'Ecobank, etc. Et puis j'ai réalisé, mais malheureusement, et quand on a vendu, on n'a pas couvert les charges. On n'a pas couvert les charges. Et puis quelques dettes vis-à-vis de l'imprimeur, on avait peur, l'imprimeur. En ce temps-là, heureusement, il n'y avait pas de téléphone portable, mais l'imprimeur me cherchait partout sans me trouver. Et heureusement pour moi, il y avait la Coupe du Monde USA 94 qui venait. Et puis, est-ce qu'il fallait y aller ou pas? Et puis j'ai dit oui, je prends ma revanche contre ce projet-là. Et c'est ainsi que j'ai fait le remake en réalisant encore la plaquette. L'autre, c'était Tunisie 94, Coupe d'Afrique des Nations Tunisie 94. J'ai encore quelques exemplaires sur moi. Et puis, il y a eu Coupe du Monde 94 USA. Et là, déjà avec la publicité, j'avais déjà plus de 3 millions de francs de bénéfices. Avec la publicité, en couvrant toutes mes charges d'impression, etc., de payer les dettes de l'imprimeur. Et c'est là que j'ai commencé. Et puis, s'en est suivi une autre activité, salon. Les salons, vous pouvez vous rappeler, organiser les salons et les foires au Bénin. J'en étais le précurseur, le privé qui a démarré ces choses-là au Bénin. C'est pas des choses qui vous demandent beaucoup de fonds. Au départ, ça demande votre énergie, mais il faut entretenir cette énergie-là. Si vous avez des parents qui peuvent vous aider à manger, à payer votre loyer, vous pouvez commencer comme cela. Mais c'est atypique. Ce n'est pas ce qu'on peut souhaiter comme manière de démarrer une entreprise. Ce serait toujours plus serein, plus cool, n'est-ce pas, et d'avoir un capital de départ. Ça permet d'éviter un certain nombre de choses, comme on le verra dans le sujet. Alors, M. Ritiko, une réaction par rapport à cette expérience entrepreneuriale? Je dirais pas cette aventure entrepreneuriale, c'est ce que je dis souvent, parce que c'est une aventure. Et donc, il a rencontré des difficultés, il a essayé de les surmonter. Au départ, vous allez remarquer qu'il n'a pas su calibrer les entrées et les sorties, et ce qui a créé une tension de trésorerie à son niveau, où on devrait commencer par le rechercher dans la ville. Et c'est ça, en fait, les finances. C'est le rôle pionnier d'avoir des finances. Vous voyez? Donc, ça peut vous dire que dans la vie, quand vous créez votre entreprise, vous devez vous apprêter à rencontrer des difficultés. D'accord? C'est dans les difficultés que vous avez naturellement la solution, il a assez bien dit. Et donc, c'est du fait qu'il a rencontré des difficultés, il a su mieux se replanifier, d'accord, pour d'autres chantiers, d'accord? Et donc, ce n'est pas parce que vous devez forcément mobiliser un montant avant de démarrer votre business, non. Il faut d'abord avoir la volonté. C'est d'abord la volonté. Maintenant, mobiliser les ressources, c'est un autre sujet. Il faut d'abord avoir l'idée d'entreprise. Après les entreprises, parvenir maintenant à savoir quelles sont les ressources dont ils disposent. Vous savez, le premier facteur de réussite de toute entreprise, c'est d'abord soi-même. C'est soi-même d'abord. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les autres, c'est soi-même. Si vous-même, vous n'êtes pas engagé pour faire la chose, inutile. Vous allez donner l'énergie nécessaire, vous allez vous donner corps et âme, mais ça ne donnera jamais. Et donc, le premier facteur, c'est d'abord le promoteur lui-même, son degré d'engagement. Mobiliser les ressources, ce n'est pas chose facile aujourd'hui. Ce n'est pas chose facile. Parce qu'une chose est de créer une entreprise, mais l'autre chose, c'est de subvenir vraiment
à la pérennité de l'entreprise. Et garder une entreprise debout, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand vous voyez des entreprises qui fêtent 20 ans d'existence, ça fait 20 ans de problèmes. Ça fait 20 ans de soucis, 20 ans de difficultés. Parce que chaque année, il y avait cette difficulté. Vous voyez? Et donc, quand vous voyez une entreprise naissante aujourd'hui, qui fait peut-être 2 ans, 3 ans, vous allez voir que les statistiques montrent que 2 ans, 3 ans, là, quand vous ne gérez pas bien, vous fermez. Donc, une entreprise qui franchit 5 ans, 10 ans, vous voyez, sa notoriété commence par s'étendre. Du fait que, effectivement, à son sein, il a su gérer les choses de manière à ce que les erreurs ont été naturellement des points de déclic pour corriger tout simplement les dysfonctionnements en interne. Donc aujourd'hui, quand tu es un promoteur d'entreprise, tu ne peux pas aspirer à aller de l'avant sans maîtriser tes propres finances. D'accord? Et d'où vous avez choisi cette thématique-là. Donc la finance aujourd'hui, c'est au cœur de l'entreprise. C'est ça qui permet d'avoir l'entreprise d'assurer sa pérennité. Vous savez, nous avons beaucoup de départements dans les entreprises, mais la finance, elle est là pour tirer de tous les départements des indicateurs. C'est ça, en fait, le rôle. Et donc, quand vous êtes promoteur d'entreprise aujourd'hui, on vous conseille la plupart du temps de vous entourer quand même de professionnels pour qu'il n'y ait pas de déviance. Justement, est-ce que dans son cas, pour sa première expérience, il aurait pu s'appuyer sur un spécialiste? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Naturellement. Effectivement, c'est ça. Vous savez, quand vous voulez commencer un business, il y a un document phare qu'on demande à ce qu'on élabore, c'est le budget. C'est-à-dire, ça doit pouvoir faire les prévisions de vos entrées, les prévisions de vos sorties. Et donc, si vous avez déjà des gaps, ce que nous appelons des gaps de trésorerie, vous devez comprendre qu'automatiquement, vous devez redoubler d'ardeur au niveau des entrées. D'accord? Si bien que ce que nous appelons en finance l'effet de ciseau, c'est-à-dire la variabilité des produits et des charges, il faut être en mesure à tout moment et à tout instant que les produits de l'entreprise couvrent les charges de l'entreprise. Et dès qu'on voit que les produits n'arrivent pas à couvrir les charges, vous comprenez avec moi que c'est des difficultés. Les indicateurs sont au rouge, l'entreprise ne peut plus survivre, ou l'entreprise a des difficultés de trésorerie naturellement pour faire face à ses engagements, et du coup, qu'est-ce qui va suivre? C'est la fermeture. Et donc, il est important de maîtriser ces charges. La maîtrise des charges dans une entreprise, c'est une variable extrêmement importante. Quand vous ne maîtrisez pas vos charges, vous allez rester dans une situation de boîte à Pandore. Vous allez penser que tout est permis, tout est autorisé. Mais après, quand vous allez vous asseoir et faire une synthèse, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, vos charges dépassent vos produits. Alors, et dans ce cas-là, vous avez des difficultés. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? La plupart des entreprises ne sont pas très bien organisées. Beaucoup d'entreprises ne sont pas très bien organisées pour avoir de façon régulière des indicateurs de façon permanente. Ce qui fait que c'est peut-être en fin d'année, peut-être en fin de trimestre ou bien fin de semestre, qu'on s'assoit pour faire le petit point là. Et quand on fait ce petit point, on voit que, attention, j'ai dépassé vraiment la limite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment qu'on commence par faire alors le feedback. Et c'est tout un problème. Donc, au départ, quand il avait commencé, certainement, il y a eu des charges cachées qu'il n'avait pas peut-être maîtrisées, mais dans l'exécution, d'accord, de ce projet, il s'est rendu compte que, voilà, il y a des charges importantes qui doivent naturellement impacter mon projet. D'où je m'engage. Et donc, comme il y avait l'aspect crédit qui était dedans, il s'est engagé, sous réserve que les entrées vont venir alors les couvrir. Vous voyez? Donc, il est très difficile aujourd'hui de maîtriser ces charges, mais au niveau des produits, on nous demande de maximiser les produits, d'accord, et de minimiser les charges. Donc, on est dans une politique où, la plupart du temps, les charges jouent un rôle sauvagement important, d'accord, au niveau des agrégats financiers. Donc, il est important que, quand vous êtes un promoteur, vous puissiez organiser votre service comptabilité, votre service finance, pour que vous puissiez avoir les chiffres exacts à un moment donné. Vous savez, la finance aujourd'hui, c'est un outil d'aide à la décision. Ça vous aide à décider. Oui, je dois investir. Non, je ne dois pas investir. Oui, j'ai besoin de l'argent pour aller m'approvisionner. Vous savez, tout ça, c'est extrêmement important. Et quand nous conseillons, vous savez, je suis promoteur de cabinet, et lorsque je conseille souvent des promoteurs en la matière, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Vous l'avez si bien dit dans votre introduction. Beaucoup confondent la poche de l'entreprise à la poche de l'entité. Et c'est tout un problème. C'est tout un problème. Et quand vous êtes là en tant que conseiller pour le dire, il ne faut pas faire telle opération, on va vous dire, c'est mon argent. C'est mon argent, ce n'est pas votre argent. Mais en fin de période, les conséquences fiscales sont là. D'accord? L'implication fiscale est là. Et quand on fait sortir
l'implication fiscale, le promoteur se voit dans une situation inconfortable. Il se dit, mon service comptabilité n'a pas fonctionné, mais en réalité, ce n'est pas le service comptabilité, c'est d'abord soi-même. C'est pour vous dire quoi? Je mets juste l'accent sur un aspect très important. Quand vous créez une entreprise, vous devez être organisé. Vous devez savoir là où vous allez. Vous devez savoir que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, là où je dois être dans mes chiffres. Mais si vous n'avez pas ce tableau de bord, vous ne pouvez pas. Combien d'entreprises aujourd'hui ont des objectifs financiers? Vous devez avoir des objectifs financiers. Ce n'est qu'à base de ça que vous devez courir pour mobiliser les ressources en la matière et recadrer vos charges. Alors, dans le cas de M. Nyindehwe, où même manger était difficile, oui. Comment voulez-vous, à cette époque-là, qu'il puisse tenir des chiffres comptables, M. Nyindehwe? Non, je suis parfaitement d'avis avec ce que dit M. Rustico, sauf que il doit comprendre avec moi que quand on démarre une entreprise, on voudrait bien s'entourer d'un certain nombre de choses, mais il faut en avoir les ressources. Exactement. L'aspect comptable qui veut vous accompagner ne le fera pas pour vos beaux yeux. Il vous demandera de l'argent. Vous avez besoin de dépenser de l'argent et malheureusement, vous êtes obligé de ne pas faire la part entre vos ressources personnelles et les ressources de l'entreprise. Tout va dans l'entreprise. Tout va dans... Vous avez beau avoir un capital de départ, vous n'allez faire que des prêts à votre entreprise parce que vous la tenez comme votre bébé. Vous avez envie qu'elle vive et donc tout ce qui vous vient dans la main va dedans. Et puis il y a un élément qui n'échappe pas à beaucoup de ceux qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, c'est que quand on démarre une entreprise, il y a une certaine euphorie où on voit tout en rose. Même lorsque vous appliquez un coefficient de, comment je vais appeler ça, vous modérez, même quand vous essayez de modérer les résultats escomptés, mais on croit tellement que tout va marcher, tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes possible et on y va à fond. Dans cet exemple que j'ai cité, ma vie est parsemée de plein d'exemples de ce genre. Des exemples, on a commencé depuis 92. De 92 à aujourd'hui, je peux vous citer beaucoup de cas. Vous voyez, quand on a lancé cette activité, on a fait un budget. Et le budget, c'était que on va vendre la plaquette à 100 francs. On se disait, tout le monde peut sortir 100 francs pour acheter une plaquette. Ça va être facile. Accessible. Ça va être accessible. Et puis, on va le vendre au niveau des carrefours. Les vendeurs dans les carrefours vont au niveau des feux tricolores. Des feux tricolores. Et quand on a été prêt d'aller sur le terrain, déjà, après l'impression, ça nous est revenu à 150 francs l'unité. Et on voulait vendre à 100 francs. Or, il fallait vendre ça au moins à 200 francs pour pouvoir couvrir les charges. Et donc, on a commencé à vendre à 200 francs. Et c'était lourd, c'était difficile à vendre. Parce que, c'est vrai, on a converti tous les vendeurs à la sauvette des feux tricolores en vendeurs de nos plaquettes. Tu vends un, tu as 25 francs. Tu vends un, tu as 25 francs. Tu vends un, tu as 25 francs. Et donc, tout le monde était devenu vendeur de ces plaquettes-là. Mais on était déjà à quelques jours de la coupe et donc on n'a pas le temps de beaucoup vendre. Et si la coupe, si le championnat atteignait un certain niveau, on ne pouvait plus beaucoup vendre et on avait un gros stock. Donc il fallait casser le prix pour le rendre vendable. Casser le prix, c'était de mettre ça à 100 francs pour permettre à tout le monde d'acheter facilement. Donc, ce qui ne vous permet pas de rentrer dans vos dépenses. Nos charges. Et puis, et sur les 100 francs, il fallait payer les vendeurs. Eux, ils prendront toujours leurs 25 francs. Donc, coût de production 150 francs, prix de vente encaissé 115 francs. Donc, déjà, 50% de perte. Et puis, un bon lot qui n'a pas été vendu. Donc, il y a toujours une euphorie au départ où, quand on crée une entreprise, quand vous créez un produit, on fait des estimations très mirobolantes. Mais est-ce que cela ne revient pas à ce qu'il disait tout à l'heure, qu'il faut maîtriser ses charges?
c'est difficile. Oui, il faut maîtriser ses charges, mais c'est difficile de maîtriser ses charges a priori. C'est difficile de maîtriser ces charges a priori, surtout dans des environnements incertains comme le nôtre où 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. C'est difficile de maîtriser ces charges. Il y a des choses que vous découvrez chemin faisant. Mais dans votre cas, la négociation, par exemple, avec l'imprimerie aurait pu être bien faite au départ et vous auriez pu en tenir compte à la suite. Dans notre cas, vendre la plaquette à 200 francs était une option bonne. On a demandé, on nous a dit, 200 francs, je peux acheter. Mais ceux qui pouvaient acheter n'étaient pas nombreux. Quand on a effectivement démarré, n'étaient plus nombreux pour l'acheter. Et de nous produire la plaquette à 150 francs, non, de nous imprimer ça à 125 francs et puis les autres charges en plus, c'était un bon prix. C'était un bon prix. Graphitech, paix à son âme, c'était un grand imprimeur de la place. C'était un bon prix. Parce qu'on a cherché avec d'autres personnes, on n'avait eu que lui pour nous faire ce qu'on voulait là, à ce prix. Donc, on a essayé, selon nous, de maîtriser un ensemble de choses au départ, mais c'est chemin faisant que des réalités se sont imposées. Et croyez-moi, il n'y a pas d'entreprise dans laquelle des réalités ne s'imposent à vous. Sinon, vous n'aurez jamais d'entreprise déficitaire. Or, des entreprises déficitaires ou des activités, des projets déficitaires, il y en a toujours. Peut-être même qu'il y en a plus qu'il n'y a de projets excédentaires. Alors, dans ce cas-là, Monsieur Rustico, que faut-il faire quand on se retrouve devant de telles difficultés? Oui, vous savez, quand vous vous retrouvez devant des difficultés de ce genre, c'est qu'il faut d'abord faire le diagnostic, savoir d'où provient vraiment ce mal. Sinon, vous n'allez pas avancer. Vous savez, certes, ils avaient proposé ils se disaient que vendre la plaquette à 100 francs, c'était vraiment l'idéal, parce que ça peut passer très vite, inaperçu. Mais la réalité est autre. La vérité est autre. Cela suppose quoi? Que avant de mettre en place cette idée d'entreprise, si l'étude de marché, on faisait l'étude de marché approfondie, je ne dis pas juste un recensement, je ne dis pas d'aller juste sur le terrain, une étude de marché en fait, dans le vrai sens, vous allez voir que... Ce qui a son coût aussi. Bien sûr, ça a son coût. Et j'en viens, effectivement, ça a son coût. Mais ce que vous allez gagner en réussissant, ou du moins en faisant une bonne étude de marché, d'accord, n'est pas du tout à comparer avec ce que vous allez perdre après. C'est pareil pour les honoraires d'un professionnel. Quand vous faites recours à un professionnel au début, c'est vrai, les gens se disent que c'est cher, mais ce n'est pas autant cher que ça, cher ami. Je peux vous confirmer que ce n'est pas autant cher que ça. Quand vous faites recours à un professionnel, on vous fixe des honoraires en tenant compte de vos entrées, de vos revenus. Donc, on ne le fait pas. Il y a des tests qui régissent cela. Vous voyez, encore que vous êtes aujourd'hui un professionnel, vous voulez assister un jeune promoteur, vous devez comprendre le jeune promoteur. Mais c'est l'idée que les gens ont des professionnels. Je dis, quand je m'approche d'eux, ils vont faire sortir des factures de millions. Moi, je suis un débutant, je ne pourrais pas faire face à ça. Je peux vous rassurer que si vous avez des projets et vous avez besoin des gens qui doivent pouvoir vous appuyer techniquement sur le plan professionnel, vous pouvez venir vers moi. Moi, je peux vous appuyer. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Juste que, il faut comprendre, quand vous avez un conseiller, il va tout au moins vous orienter sur la bonne voie. Il peut ne pas tout voir. D'accord? Il ne peut pas tout voir, mais il va vous orienter sur la bonne voie, de manière à ce que vos charges soient beaucoup plus maîtrisées. Ce qui est important, lorsque vous faites un budget, la plupart du temps, il y a une rubrique, une dernière rubrique où on met imprévu. Imprévu. Mais les imprévus, c'est pas à dessein, on le fait. Mais si je conduis un business dans cette période et j'ai des imprévus, mais ce qui est clair dans les imprévus qui étaient bien et bien mentionnés dans le budget sont devenus déjà des réalisations. Et je connais désormais, d'accord, ces rubriques-là. Donc, pour mon budget à venir, je dois avoir le bon sens de les introduire cette fois-ci. Donc, un budget que vous prenez, vous voyez imprévu dans ce mois, le mois qui a suivi imprévu, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Donc, il faut être en mesure de corriger les imperfections. La plupart de nous, les promoteurs, c'est que nous n'apprenons pas souvent de nos erreurs.
Or, vous savez, l'erreur est stratégique en entreprise. Quand vous commettez des erreurs, vous devez être en mesure d'avancer davantage et mieux. Donc, aujourd'hui, dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe? Les erreurs que les promoteurs commettent, parmi les erreurs, c'est très simple. Je vous donne juste un seul exemple. Vous allez voir un promoteur aujourd'hui qui a besoin de financement. Il va vers une banque, il demande un découvert bancaire, c'est-à-dire un crédit à court terme, tout simplement, où il va faire face à ça d'ici 3 semaines, 1 mois maximum, 30 jours. Mais il prend les ressources, il va acheter alors un véhicule. Il va acheter un véhicule. Qu'est-ce qu'il va se créer? Il va créer un problème de trésorerie. Parce que, en fait, le véhicule n'est pas encore en mesure de générer des revenus jusqu'à ce que dans 1 mois, il puisse rembourser alors ses sous. Donc, on ne peut pas prendre, d'accord, de la liquidité pour mettre ça dans les actifs. Et ça, par exemple, beaucoup d'entrepreneurs le font. Mais quand vous leur dites ça, ils disent non, moi je connais même des structures de la place, d'accord, qui aujourd'hui prennent des découvertes pour aller faire des investissements. Et c'est tout un problème. Et vous savez, les erreurs en finance, les erreurs en gestion se payent cash. C'est pas à crédit. Quand vous commettez une erreur en gestion, la belle preuve, vous avez vu aujourd'hui, tout son parcours a été élogieux. Il était obligé d'apprendre de ses erreurs. Aujourd'hui, vous voulez lui demander, est-ce qu'il peut commettre telle erreur aujourd'hui? Il va vous dire, non, ça, je ne pourrais plus le faire. Parce qu'il a appris du passé. Et c'est ça qu'il faut avoir. C'est ce réflexe-là qu'il faut avoir, ce degré d'humilité qu'il faut avoir et savoir choisir de très bons collaborateurs. Si vous voulez travailler, vous voulez réussir dans votre vie, en entreprise, vous devez avoir de très, très bons collaborateurs. Vous seul, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez faire recours à des gens. Mais si ceux-là ne sont pas compétents dans leur domaine d'activité, vous êtes obligé d'être au four au moulin, vous seul. Et là, c'est tout un problème. C'est ça qui fait que les entrepreneurs, vous allez voir, le gars, il est le directeur de son entreprise, il est en même temps le directeur commercial, il est en même temps le comptable, c'est lui qui fait tout. Et au même moment, et tout seul, il ne peut pas être efficace. Son entreprise ne peut pas être pérenne. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des difficultés. L'autre chose qu'il faut ajouter à cette difficulté, vous prenez aujourd'hui... en Afrique, précisément au Bénin, beaucoup d'entrepreneurs font des budgets. Demandez-leur dans les rubriques budgétaires combien ils affectent à la formation du personnel. Non, vous allez voir très peu d'entreprises qui affectent un budget, une ligne, d'accord, à la formation. Or, la formation, c'est le socle de développement de l'entreprise. Aujourd'hui, les gens sont restés là, mais ils n'ont pas encore la culture de la formation. Or, c'est dans la formation que les gens parviennent à changer les pratiques anciennes. D'accord? Et à moderniser un peu leurs pratiques. Et il est important de le dire. Vous savez, pour la petite histoire, j'ai travaillé dans une entreprise de La Paz pendant près de 9 ans, où j'ai démissionné après, j'ai ouvert mon cabinet. Mais vous savez, il y avait une formation que je devais normalement suivre, et il m'avait payé la formation, j'étais allé, et je me rappelle toujours comme si c'était hier, c'était une formation sur la loi de finances. J'ai été sur la formation, je suis revenu, je lui ai montré mon attestation, il avait gardé l'attestation. Alors, vous voyez déjà... si tu as un partenaire, un promoteur d'entreprise, un chef d'entreprise qui t'envoie en formation, et il a déjà peut-être des difficultés à t'envoyer en formation, tu viens, tu reviens, tu lui montres ton attestation, il garde l'attestation. Ça porte ton nom. Ça va servir à quoi? À rien du tout. C'est pour dire quoi? Quand vous êtes un jeune entrepreneur, quand vous êtes entrepreneur, vous devez avoir le bon sens de la gestion. Être un bon leader, il n'y a pas une école pour ça. Mais quand vous êtes en activité, quand vous êtes actif, vous devez avoir le bon sens d'être un bon manager. Quand vous êtes un bon manager, vous allez faire travailler vos collaborateurs matin, midi, soir. Ils ne vont jamais comprendre qu'ils sont en train de travailler. Parce que vous êtes un bon manager. Vous venez chez moi au cabinet, vous n'allez même pas comprendre que c'est moi qui suis le directeur du cabinet. Non, je travaille comme tout le monde. Si quand il y a de boulot, en rigolant, travaille. C'est dans ça que tu deviens bon leader. Mais aujourd'hui, quand tu es un jeune promoteur d'entreprise, tu as commencé, et puis tu as peut-être un parrain, tu as un parrain politique qui te bombarde sur un bon marché, qui te coûte beaucoup d'argent, tu as l'argent en même temps, aussitôt, tu commences pas à être irrespectueux envers tes collaborateurs. Vous savez, il faut respecter les collaborateurs. Tu ne commences pas à être irrespectueux envers les collaborateurs, envers tes proches, et on ne commence pas à te regarder comme étant un ennemi. Conséquence, tu vas chuter, il n'y a rien à faire. Vous savez, les affaires demeurent les affaires. Celui-là qui a le cœur sensible ne doit pas faire les affaires. Quand vous rentrez dans les affaires, vous devez être plus ou moins honnête, d'accord, envers vous-même d'abord, et envers vos collaborateurs, et assainir un peu vos finances. Donc, vous voyez aujourd'hui autant de difficultés dans les entreprises, mais ces difficultés-là ne sont que des leçons pour ces promoteurs-là. Quand vous commettez des erreurs, votre conseil vous dit ça, c'est pas bon, voilà l'erreur.
qu'est-ce qui va se passer plus tard? On va vous envoyer un avis de contrôle, on va vous redresser et vous allez vous dire, bon, j'ai pas une comptabilité, j'ai une comptabilité, mais mon comptable n'est pas compétent, il n'est pas ci, il n'est pas ci, il n'est pas ça. L'autre chose qu'il faut aussi souligner, c'est qu'en Afrique, nous avons beaucoup plus d'entreprises familiales. D'accord, les entreprises où c'est mes parents que je les mets dedans, tout ça. Donc, le promoteur d'entreprise, face à ça, a du mal à décider de dire, écoutez, arrêtez. Parce qu'il se dit, bon, il y a la famille qui est derrière. En affaires, il n'y a pas affaire de famille. Quand vous venez travailler, vous devez être naturellement sur la même ligne que les autres. Vous travaillez au même titre que les autres. Pas d'erreur en entreprise. Vous savez, quand vous faites des erreurs, vous devez apprendre ça et continuer et aller mieux. Mais lorsque ce n'est pas le cas, je vous assure, vous allez passer des années sur des années, mais vous allez fermer une entreprise. Vous allez voir des entreprises, on ouvre ça aujourd'hui, on les exerce pendant 2 ans, 3 ans, on écrit aux impôts pour leur dire que, bon, on a fait cessation d'activité, on attend encore un parrainage. Quand un parrain vient, on fait encore lettre de relance d'activité, on reprend. Si le parrain part, on envoie encore. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui ne savent rien faire. C'est des gens qui ne sont même pas en mesure de faire quelque chose de bien, mais c'est des gens qui sont toujours dépendants d'autres personnes. Mais là, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il faut avoir d'abord l'idée. Vous devez avoir l'idée d'entreprise vous-même. Et l'idée là, c'est que vous dormez avec. Quand vous vous réveillez même là, vous vous sentez dedans. Ce n'est pas quelqu'un qui vous oriente, qui vous téléguide. Voilà, ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, c'est autant de difficultés que les entreprises rencontrent. Mais je pense que, vu cette émission, chacun doit pouvoir savoir que gérer une entreprise, c'est une question d'art. C'est une question d'art. Ce n'est pas donner à tout le monde de créer une entreprise. J'ai toujours l'habitude de le dire. S'il faut créer une entreprise, si tout le monde doit pouvoir créer une entreprise, vous allez voir que personne ne va travailler pour quelqu'un. Chacun va rester carrément dans son entreprise, mais tu vas pouvoir travailler seul. Donc, tout le monde n'est pas né pour créer une entreprise. Mais il y a des gens qui sont nés pour travailler pour des gens pendant des années, pendant toute leur vie, et aller à la retraite. Ça, c'est un choix. Mais celui qui décide de ne pas travailler pour des gens, lui, il a travaillé un peu, après, il a laissé. Moi-même, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé un peu, j'ai laissé, j'ai dit, mais écoutez, ma liberté me vaut plus que qu'on me condamne quelque part et que, bon, liste de présence, heure d'arrivée, heure de départ, je l'ai fait maintenant il y a des années, je ne le ferai plus d'ailleurs, j'ai toujours demandé ça à mon Seigneur. Donc, c'est pour vous dire quoi, que les ça ne manque pas, mais il faut savoir les gérer. Alors, Monsieur Nidéroué, nous allons nous tourner vers Monsieur Nidéroué. J'imagine que si vous êtes encore là aujourd'hui, depuis 92, vous avez dit, si vous êtes là encore aujourd'hui, c'est parce que vous avez justement su tirer leçon de vos expériences, de vos difficultés. Mais est-ce qu'au cours du parcours, vous avez fini par vous entourer des hommes qu'il faut ou pas? Si. Une entreprise, c'est comme une plante. Ça croît. Et comme il a dit M. Rustico, vous ne pouvez rien faire seul. Vous êtes obligé de vous entourer de compétences. Une entreprise, comme il a dit aussi, c'est beaucoup de départements. Quand vous n'avez pas de départements, quand il n'y a pas de compétences dans des départements pour faire des choses comme il se doit, vous n'êtes pas encore une entreprise. Donc aujourd'hui, on n'est plus ce qu'on était hier, naturellement. On n'est pas resté né, donc on croit, on se développe, on développe des activités dont s'occupent les personnes qui en ont la compétence. Et voilà, donc beaucoup d'erreurs sur le parcours, mais beaucoup d'apprentissage sur le parcours, beaucoup d'expériences qu'on peut transmettre à d'autres, et mais des expériences qu'on capitalise pour mieux faire dans des situations analogues ou dans d'autres situations. Vous l'avez dit tout à l'heure, au départ, il vous a fallu confondre pratiquement le portefeuille de l'entreprise à votre portefeuille propre, parce qu'il vous a fallu injecter vos propres sous dans l'entreprise. Mais à quel moment êtes-vous parvenu à faire la démarcation entre les deux? Je l'ai fait pendant longtemps. J'ai fait cette confusion-là. C'est un processus. Pendant longtemps, oui, tout à fait. Je l'ai fait pendant longtemps parce que, vous savez, lorsqu'on prend de l'envergure, il y a des dimensions, il y a des choses qui s'imposent à vous. Lorsque, à partir d'un certain moment, on ne pouvait plus, à partir du moment où chacun avait droit à un salaire, cela s'est arrêté naturellement. Mais même
lorsque vous vous rendez compte qu'il vous faut certaines choses, par exemple, vous voulez faire un prêt, il vous faut une hypothèque, comme chez nous. Si vous n'avez pas un bien à pouvoir mettre en gage, vous ne pouvez pas accéder au prêt. Vous pouvez avoir un parent ou un ami pour vous le faire une première, une deuxième fois, mais après, il faut que vous puissiez vous prendre en charge. Souvent, ces biens que vous pouvez mettre en gage ne sont pas des biens de l'entreprise. C'est peut-être votre bien personnel que vous êtes obligé de mettre en gage parce que vous voulez accéder à des situations plus évoluées. Là, déjà aussi, on peut parler d'une confusion de choses, d'une confusion de biens. Quand j'utilise mon propre bien au profit de l'entreprise pour lui prendre un prêt, par exemple, pour lui permettre un prêt, par exemple, je fais déjà une confusion de rôle. De la même manière qu'il peut vous arriver, face à une difficulté, d'aller puiser dans les caisses de l'entreprise pour vous sortir d'affaires. Ça vous est arrivé? Pas vraiment, il y a toujours une formule. La formule, ça peut être que vous faisiez des prêts? Si, on a fait votre propre entreprise vous prêtait de l'argent? On a fait beaucoup de prêts à l'entreprise et puis à certains moments, on récupère son prêt. Ça existe en comptabilité. Et dans l'autre sens, ça s'est fait aussi? Dans l'autre sens, malheureusement, que pas pour moi-même. Vous prête de l'argent? Non, ça là, c'est beaucoup plus peut-être pour créer une autre activité ou pour une diversification. On réoriente des réserves ou bien on réoriente des ressources, mais jamais pour soi-même. Parce que malheureusement ou heureusement, il y a que quand vous êtes trop prolixe, vous pensez à beaucoup de choses à faire, vous sortez, vous voyez des choses qui vous semblent une opportunité, vous voulez vous jeter dessus. Et quand vous voyez qu'il y avait un peu de ressources sur l'autre activité, sans trop réfléchir, j'ai parlé d'euphorie tout à l'heure, sans trop réfléchir, on dit, bah oui, on peut faire ça. Et on va chercher les ressources de là et on met ici pour lancer ça. Et peut-être que vous creusez quelques difficultés à l'autre entreprise qui, à un moment donné, avait une certaine stabilité, avait de réserves, une activité qui avait de réserve, vous prenez sa réserve pour aller injecter dans autre chose. Demain, cette entreprise, si vous ne savez pas faire, peut commencer à battre de l'aile et puis risque aussi de tomber. Donc on joue, il arrive de jouer, de prendre de faire circuler des ressources, mais rarement pour nous-mêmes. Et dans le cas où c'est votre bien propre que vous mettez à la disposition de l'entreprise, comment est-ce que vous faites pour rentrer en possession de ce bien-là sans toutefois mettre en péril la vie de l'entreprise? C'est délicat. C'est délicat. Il y en a qu'on n'a pas réussi à faire. Il y en a qui sont restés dedans. Et peut-être si un jour on doit recapitaliser l'entreprise, on mettra ces ressources-là on comptera ces ressources comme apport dans l'entreprise qu'on ne va pas retirer. Et si demain, d'autres acteurs, d'autres partenaires vont rentrer dans le capital, on sera obligé de laisser ces choses-là dans le capital. En tout cas, on trouvera la formule avec les financiers pour le faire. Parce que quand je prends un exemple qui ressemble à ce que vous dites là, quand vous avez un domaine quelque part et que vous décidez de mettre une entreprise de production sur ce domaine et que l'entreprise n'est pas en mesure de vous acheter ce domaine pour le moment, vous lui laissez le domaine en exploitation jusqu'au jour où, lorsque les finances le permettent, vous récupérez vos sous. Si vous ne voulez pas récupérer, vous pouvez laisser ça. Ou si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas récupérer, vous laissez ça dans l'entreprise, quitte à ce qu'un jour, ça soit pris en compte dans... En
tout cas, il doit y avoir des formules au niveau... On va demander aux spécialistes comment il faut agir dans ce cas-là. Dans le cas où on a injecté ses propres biens dans l'entreprise, comment est-ce qu'il faut traiter la suite? Oui, il n'y a aucun problème par rapport à ça, puisque vous voulez avoir de l'accompagnement à la banque, par exemple, on vous demande naturellement une garantie et vous avez quand même des biens, vous mettez les titres de propriété à la disposition, les titres de propriété individuels, bien sûr, et non au nom de l'entreprise à la banque. Mais ces titres de propriété-là, en réalité, ne sont pas retracés dans votre comptabilité. D'accord? Ces titres de propriété-là sont déjà au niveau de la banque, mais ces titres de propriété ont facilité l'accès au crédit. Et dès que le crédit est disponible, vous aurez ça naturellement sur votre compte pour normalement opérer. Maintenant, la suite, c'est comment gérer le crédit pour récupérer sa garantie. Quand vous gérez bien votre crédit, vous allez récupérer votre garantie. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, le gros problème, c'est que, à chaque instant, le promoteur préfère toujours laisser cette garantie-là pour continuer toujours ses demandes de crédit. Donc, c'est souvent difficile. Parce que la plupart des entreprises aujourd'hui ne vont pas directement dans l'investissement comme ça. Donc, n'ont pas des titres de propriété directement sur lesquels elles peuvent produire à la banque, d'accord, pour pouvoir avoir des facilités. Mais lorsque tu es promoteur d'entreprise et que tu as des biens, et que tu as mis chaque fois ces biens-là en garantie, et tu pourras naturellement un beau jour faire l'effort d'agir un beau jour pour leur demander, bon, écoutez, moi je veux alors retrocéder ce bien, dans les comptes de l'entreprise, et donc on pourra naturellement faire une augmentation du capital avec naturellement ce bien-là que vous aviez. Puis on peut augmenter le capital par rapport en nature ou bien par rapport en numéraire. Donc on peut naturellement l'augmenter. C'est pareil pour les accompagnements que vous faites quand l'entreprise est dans une situation déficitaire où elle a besoin d'appui financier et que le promoteur a un peu les moyens. Il pourra mettre les ressources à la disposition de l'entreprise. Mais attention, il faut toujours avoir des spécialistes pour vous donner des conseils en la matière. Parce que quand vous faites mal, l'impôt vous récupère tout de suite et immédiatement. On considère tout simplement que c'est tout simplement une vente, c'est une entrée. Et parce que tout ce qui est passé sur votre relevé bancaire a plusieurs interprétations. Mais il faut avoir un spécialiste qui va vous donner les couvertures juridiques, voilà, les couvertures juridiques en la matière pour ne pas vraiment vous exposer au fisc. Donc, en tout à cause, il y a plusieurs manières pour le faire. Et les sous que je mets à la disposition de l'entreprise, si je ne les récupère pas, je dois être en train de les récupérer. Donc, il faut mettre en place ce que nous appelons souvent une convention de compte courant où on doit vous dire, par exemple, que j'ai mis peut-être 5 millions dans l'entité, vous me retournez mes 5 millions, mais l'idéal, c'est que, je demande souvent au promoteur de ne pas exiger un taux d'intérêt, parce qu'on peut vous demande même parfois de demander un taux d'intérêt, mais il ne faut pas que votre taux d'intérêt dépasse celui de la banque. Si ça dépasse celui de la banque, ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, autant de choses, mais quand vous n'avez pas un spécialiste derrière vous, vous allez penser que c'est une boîte à Pandore, vous pouvez en même temps récupérer plus que vous avez passé, ce qui n'est pas du tout bien. Donc voilà. Alors, finalement, Monsieur Ristico, comment assurer la pérennité de son entreprise au plan financier, bien sûr? Oui, pour assurer la pérennité de son entreprise, il faut naturellement maîtriser d'abord ses finances. Première chose, c'est ça. Deuxième chose, c'est quoi? Et que vous devez avoir une bonne comptabilité. C'est très important. Une bonne comptabilité à jour. Je vous dis, je pèse bien mes mots, une bonne comptabilité à jour. Quand je prends 5 entreprises, d'accord, au Bénin, je peux vous rassurer que sur les 5, je ne suis pas sûr d'avoir une seule entreprise à jour, comptablement. Quand on parle d'entreprise à jour, ce n'est pas une entreprise qui a payé ses impôts. Non. C'est ce que les gens pensent souvent. Quand on parle d'entreprise à jour, sur le plan de comptabilité, c'est une entreprise qui passe les écritures au jour le jour. Chaque jour que Dieu fait. Vous allez voir aujourd'hui que ce n'est pas évident. Parce que quand le comptable est à son poste, on en va rapidement faire quelque chose, il y a déjà une opération qui s'est passée. Donc, les opérations comptables ne sont pas enregistrées à la date de valeur comptable. Donc, il faut absolument le faire pour avoir les vrais indicateurs et décider sur le plan finance. Et éviter tout simplement qu'un crédit à court terme finance tout simplement de l'immobilisation. Monsieur Nineroué, assurer la pérennité financière de son entreprise, c'est possible? Tout à fait. Sinon, l'entreprise n'allait pas continuer d'exister. Très rapidement, parce que nous sommes à la fin. L'autre élément, c'est qu'il faut amener des ressources dedans. Il faut créer, il faut
créer des activités, il faut produire, il faut vendre, il faut amener des ressources. Ça aussi garantit d'avoir une pérennité de l'activité. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bruno Nyiderouet. Je rappelle que vous êtes promoteur et directeur de Label Bénin. Merci d'être passé sur Sika TV. En face de vous, nous avons Monsieur Rustico Rodrigue, président de l'Association des gestionnaires comptables et fiscalistes du Bénin. Merci également à vous d'être venu dans cette émission. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci bien.